Dans le module 12, on va voir comment estimer la probabilité de défaillance pour des composantes ou des systèmes à partir de méthodes Monte-Carlo avancées, notamment la méthode d'échantillonnage Monte-Carlo préférentiel. Donc, on fait un résumé de la nomenclature de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. X, ça va être mon ensemble de n variables aléatoires qui viennent caractériser soit ma sollicitation ou ma résistance. F de x, c'est leur densité de probabilité conjointe, représentée par la surface ici ou par les contours ici. G de x, ça va être ma fonction d'état limite qui va être positive dans le domaine de défaillance, négative dans le domaine de survie. Non, négative dans le domaine de défaillance, positive dans le domaine de survie. Oméga, mon domaine de défaillance en rose ici, donc c'est-à-dire toutes les valeurs de x de telle sorte que ma fonction d'état limite est plus petite ou égale à 0. Xi vont être des échantillons, donc c'est ce qu'on avait vu dans le module 4 par rapport à l'échantillonnage Monte-Carlo, donc des réalisations de mon ensemble de variables aléatoires x, j'en ai m de ceux-ci, et ce qu'on avait vu avec la méthode d'échantillonnage Monte-Carlo, c'est qu'on va venir échantillonner dans f de x. Donc on va avoir certaines de ces réalisations-là qui tombent dans mon domaine de défaillance, certaines qui tombent dans mon domaine de survie. Et ici, on pouvait calculer notre probabilité de défaillance comme étant le ratio entre le nombre d'échantillons qui sont dans mon domaine de défaillance versus le nombre total d'échantillons. Donc, un des problèmes qu'on avait noté dans le module 4 qu'on avait vu ça, c'est qu'en général, comme on cherche des probabilités de défaillance qui sont des événements qui sont rares, si je génère mes densités de probabilité ou mes échantillons par rapport à f de x, il y a très peu d'échantillons qui vont se trouver dans mon domaine oméga de défaillance. Donc à la fin, j'aurai une mauvaise estimation de ma probabilité de défaillance parce que j'aurai très peu d'événements qui vont tomber ici. Donc j'aurai une mauvaise quantification. Donc ce qu'on voyait ici, c'est qu'on pouvait quantifier à partir de la mesure de la variance de ma probabilité de défaillance, calculer à partir de Monte-Carlo, combien j'ai besoin d'échantillons si je veux atteindre un certain coefficient de variation, qui est le ratio entre l'écart type et la moyenne de mon estimateur PF. Donc si j'ai un coefficient de variation cible et une probabilité de défaillance donnée, combien d'échantillons Monte-Carlo j'ai besoin pour atteindre cette cible-là? Donc on peut voir ici pour des coefficients de variation allant de 0,01 à 0,3, pour des PF allant de 10-6 à 0,5, combien d'échantillons j'ai besoin? Donc si j'ai une probabilité de défaillance qui est autour de 0,5, j'ai des grands coefficients de variation, donc disons 0,2, mais j'ai besoin de très peu d'échantillons. Donc une centaine d'échantillons vont être suffisants. Par contre, si je passe à une probabilité de défaillance de 10-4 avec un coefficient de variation de 0,05, donc j'ai besoin ici de 1, 2, 3, 10 millions d'échantillons. OK, ça fait déjà beaucoup. Si je vais avoir 0,05 et disons 10-5, mais je passe déjà à 100 millions, ce qui est énorme. Et si on regarde ce qui arrive dans le coin ici, la partie qui est tronquée, mais ce qu'on avait vu, c'est que cette partie-là augmente de façon simplement déraisonnable ici. Le nombre d'échantillons requis lorsque la probabilité de défaillance est faible devient rapidement prohibitif. Donc on ne peut pas utiliser cette méthode Monte-Carlo de base qu'on avait vue dans le module 4. Donc la question ou la problématique qu'on va adresser ici, c'est comment est-ce qu'on peut réduire la variance de notre estimateur PF chapeau en choisissant une meilleure technique d'échantillonnage qui ne va pas échantillonner directement dans notre densité de probabilité conjointe f de x. Ça, c'est ce qu'on va voir avec l'échantillonnage préférentiel. Il existe d'autres techniques comme l'échantillonnage directionnel, l'échantillonnage par sous-ensemble, et il en existe une panoplie d'autres dans la littérature. Donc voilà pour l'introduction. Ce qu'on va voir tout d'abord, c'est un rappel de notre estimateur pour la probabilité de défaillance Monte-Carlo. On va voir ensuite la théorie associée à l'échantillonnage préférentiel, un exemple d'explication, et comment est-ce qu'on peut ensuite appliquer ça non seulement pour les composantes, mais également pour estimer la probabilité de défaillance des systèmes. Donc ça nous amène ici dans le module 12, où on va venir voir comment est-ce qu'on peut dépasser les limitations de l'échantillonnage Monte-Carlo traditionnel à partir de l'échantillonnage par importance. Donc, avant de partir avec l'échantillonnage préférentiel, faisons une révision de ce qu'on a vu au module 4 avec l'échantillonnage Monte-Carlo. Donc, tout ça, ça tourne autour d'une fonction indicatrice, i de x. Donc, i peut prendre des valeurs de 1 si x est dans mon domaine de défaillance oméga, 0 si je suis dans mon domaine de survie. Donc ici, tous les points en rouge ont une valeur de fonction indicatrice de 1, tous les points en vert ont une valeur de fonction indicatrice de 0. Et ce qu'on veut faire, c'est calculer l'espérance mathématique de PF comme étant l'intégrale de f de x dx sur mon domaine oméga. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ça par l'intégrale, plutôt que de faire sur oméga, on va le faire sur x, mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le produit de ma fonction indicatrice
I de x fois f de x, où I prend 1 dans le domaine de défaillance, 0 dans le domaine de survie. Donc ça va être équivalent à faire l'intégrale de f de x sur oméga. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait, cette intégrale-là peut être évaluée numériquement à partir de la méthode Monte-Carlo. Donc, une méthode Monte-Carlo, c'est une méthode qui permet de faire une intégration numérique, c'est-à-dire une intégration ici, ça correspond à l'espérance mathématique de ma fonction indicatrice pour mon ensemble de variables aléatoires x. Et ça, si on a accès à m qui tend vers l'infini, un nombre infini d'échantillons, c'est égal à 1 sur m fois la sommation sur mes m échantillons des évaluations de ma fonction indicatrice, qui peuvent prendre soit des valeurs de 0 ou de 1. Donc, dans le cas ici, ce qu'on avait vu dans le module 4, c'est qu'on venait prendre ces échantillons de x dans ma densité probabilité conjointe f de x. Donc ça, c'est ce qu'on faisait au module 4. Et ici, comme en réalité, on n'aura jamais accès à une infinité d'échantillons, mais c'est pour ça qu'on met un petit chapeau ici pour noter que c'est un estimateur de la réalité, c'est une approximation. Donc, notre probabilité de défaillance estimée à l'aide de la méthode Monte-Carlo, c'est 1 sur m où m n'est pas l'infini, parce qu'on n'aura jamais accès à une infinité d'échantillons. 1 sur m, sommation de mes réalisations de mes fonctions indicatrices. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est venir faire un échantillonnage, mais plus échantillonné dans f de x, mais dans cette probabilité conjointe, parce qu'on a vu que ce n'était pas efficace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se définir h de x, une densité d'échantillonnage dans l'espace original, h de u, une densité d'échantillonnage quelconque dans mon espace normal centré réduit. Donc, PF, on avait dit que c'était l'intégrale de f de x dx sur mon domaine oméga, et qu'on pouvait remplacer ça par l'intégrale sur l'ensemble de mes x, qui va être pondérée par ma fonction indicatrice, qui va être égale à 1 dans le domaine de défaillance, 0 dans le domaine de survie, du ratio entre f de x divisé par h de x fois h de x. Donc h de x fois h de x, ici va venir s'annuler, donc je peux maintenir ça. Ou h de x, ça va être ma densité d'échantillonnage. Donc si je veux avoir mon estimateur pour ma probabilité de défaillance à l'aide de la méthode Monte-Carlo préférentielle, donc ce que je vais faire, je vais calculer l'espérance mathématique pour ma fonction indicatrice pondérée par f de x sur h de x, où h de x est ma densité d'échantillonnage. Donc si on regarde ça dans l'espace original, donc si je prends mes échantillons directement dans l'espace original, ça va être 1 sur m, sommation sur mes n échantillons, des réalisations de ma fonction indicatrice, 1 ou 0, où je viens pondérer pour chacune de mes réalisations entre le ratio de ma densité de probabilité conjointe pour x sur ma densité d'échantillonnage. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on peut faire la même chose de façon équivalente et de façon encore plus facile dans notre espace normal centré réduit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos échantillons plutôt que les prendre dans l'espace original. On va les prendre dans l'espace normal centré réduit. On aura notre fonction indicatrice qui va maintenant être définie en fonction de UI. Donc, encore une fois, 1 dans le domaine de défaillance, 0 dans le domaine de survie. On va avoir notre phi n de UI, notre PDF normal centré réduit dans l'espace NCR, et on va avoir h de UI, notre densité d'échantillonnage dans l'espace normal centré réduit. Donc, et les deux formulations sont absolument équivalentes parce qu'on a toujours une correspondance 1 à 1 entre notre espace XI et UI. Donc, et la clé ici de cet échantillonnage préférentiel, c'est que h de x ne sera pas égal à f de x ou h de UI ne sera pas égal à notre PDF normal centré réduit. OK, donc de façon à choisir une bonne densité d'échantillonnage, on doit satisfaire le critère que cette densité de probabilité-là n'est pas nulle dans notre domaine de défaillance, pour toute position. Et si on veut choisir une densité de probabilité optimale, celle-ci serait définie comme étant h de x, si on parle dans l'espace original, qui est égal au produit de notre fonction indicatrice fois notre densité de probabilité de défaillance sur PF. Donc une densité de probabilité qui serait non nulle, proportionnelle à f de x, et qui serait non nulle simplement dans le domaine de défaillance. Donc ici, et la division par PF, c'est pour s'assurer que ça ici, ça va être normalisable. Et si on fait ça, si on calcule les propriétés de notre PF chapeau, ça va être 1 sur m sommation de i égale à 1 jusqu'à m, des résultats de notre fonction indicatrice sur f de xi, notre densité de probabilité originale, sur notre h de x. Donc, fonction indicatrice, f de xi sur pf. Donc, f de x sur f de x vient s'annuler, i sur i vient s'annuler, il me reste sommation des pf. Donc, ça me donne ici bel et bien un estimateur qui va être non biaisé. Mais le problème avec ça,
c'est qu'on ne peut pas utiliser cette densité de probabilité d'échantillonnage optimale parce qu'on a besoin de connaître PF, donc notre constante de normalisation ici, alors que c'est ce qu'on cherche au départ. Donc, on ne pourra pas utiliser cette densité de probabilité de défaillance optimale, cette densité d'échantillonnage optimale. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va utiliser une densité de probabilité qui va simplement être centrée sur notre point de conception. On a deux options. La première, ça va être de centrer notre densité d'échantillonnage sur notre point de conception. Donc, on peut faire une première analyse form, trouver notre point de conception, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir échantillonner, non pas dans l'espace original, mais dans l'espace normal centré réduit. Ou, ce qu'on sait, c'est qu'on a toujours une transformation de U vers X ou l'inverse de X vers U. C'est ce qu'on a vu dans les modules précédents. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir échantillonner dans une loi normale avec la moyenne qui correspond à notre point de conception, et pour lequel on a une matrice de covariance qui correspond à la matrice identité. Donc ça, c'est équivalent à venir échantillonner notre loi normale centrée réduite, mais qui a une moyenne mu étoile. Deuxième option, c'est parce que la première option ici, on a besoin de faire une analyse form pour connaître notre point de conception. Si on ne veut pas faire une analyse form, on veut directement, simplement à partir d'échantillonnage, trouver où est-ce qu'on devrait centrer nos échantillons, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un échantillonnage adaptatif. C'est-à-dire, on va faire un premier échantillonnage Monte-Carlo traditionnel pour lequel on va avoir un faible nombre d'échantillons qui vont tomber dans le domaine de défaillance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la position moyenne de ces échantillons qui tombent dans le domaine de défaillance. Donc, on va appeler ça le U étoile MC. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième échantillonnage Monte-Carlo par importance. On va venir centrer notre densité d'échantillonnage dans l'espace normal centré réduit autour de ces points qui correspondent aux points de défaillance dans mon espace normal centré réduit. Donc, par rapport à ça, quelles sont les propriétés de cet estimateur Monte-Carlo préférentiel? Donc ici, l'espérance mathématique de ma probabilité de défaillance, c'est 1 sur m, sommation de l'espérance mathématique de ma fonction indicatrice pour mes réalisations xi, fois f de xi sur h de xi, le ratio entre ma densité de probabilité conjointe sur ma densité d'échantillonnage, et la variance de cet estimateur Monte-Carlo préférentiel, c'est 1 sur m, la variance des réalisations de ma fonction indicatrice, ma densité de probabilité conjointe sur ma fonction d'échantillonnage. Et ce qu'on va voir, c'est que cette variance-là ici va être beaucoup plus faible que pour mon Monte-Carlo traditionnel pour un même nombre d'échantillons. Donc, si on met ça en pratique, prenons l'exemple classique qu'on avait jusqu'à maintenant. On a une barre ici qui a une résistance R et une sollicitation S, où la résistance est définie par d carré Fy, où Fy c'est une constante, la limite élastique de ma barre, et l'incertitude vient de D, la dimension transversale, qui est décrite par une loi log normale, et où la sollicitation est décrite par une loi Gumbel. Voilà les paramètres pour la loi log normale, paramètres pour la loi Gumbel. Et ma densité de probabilité conjointe pour D et S est décrite par une distribution conjointe de type NATAF, pour lequel mon coefficient de corrélation de D et S est de 0,3. On avait déjà vu ça en détail à l'exemple 6.4 dans le module 6. Donc ma fonction d'état limite, c'est R de X, où R de X est défini ici D carré F de Y, moins S, ma sollicitation. Donc ce qu'on veut faire à travers l'exemple ici, c'est comparer quelle va être la variance ou l'écart type associé à mon estimateur pour ma probabilité de défaillance Monte-Carlo si je fais un Monte-Carlo traditionnel versus un Monte-Carlo préférentiel. Et on veut faire cette comparaison-là pour un même nombre d'échantillons M. Donc, première étape, on prend les résultats qu'on avait trouvés au module 6, où on vient trouver à partir d'une solution form notre point de conception U étoile, qui correspond ici à moins 1.14, 1,21. Même chose qu'on avait fait au module 6. Ensuite, je vais venir définir ma fonction d'échantillonnage. Donc, si on regarde dans l'espace U, dans l'espace normal centré réduit, donc H de U, ça va être une loi normale centrée réduite, mais cette fois-ci centrée à U étoile. Donc, par rapport à ça, ma probabilité de défaillance Monte-Carlo, ça va être quoi? Ça va être 1 sur m, mon nombre d'échantillons, la sommation de i égale à 1 jusqu'à m du résultat de ma fonction indicatrice. Rappelez-vous, quand on fait cette transformation d'espace original à l'espace normal centré réduit, j'ai toujours une correspondance entre un ui et un xi. Je peux évaluer ma fonction indicatrice dans l'espace original à partir de ma transformation de u vers x. Donc ça ici, ça va donner 1 ou 0, dépendamment si ui est dans le domaine de défaillance ou de survie. Ensuite, je vais venir pondérer ceci par phi n de ui, mon PDF normal centré réduit pour ui, chacun de mes échantillons, sur ma densité d'échantillonnage, c'est-à-dire un PDF normal, mais centré sur U étoile, et ayant une matrice de covariance identité.
La variance de cet estimateur-là, ça va être 1 sur m, variance des résultats ici de mes x de ui, fois phi n sur la même chose, ma densité d'échantillonnage. Donc, si on regarde en MATLAB comment est-ce qu'on peut faire cette analyse-là, vous allez voir, c'est très simple. Donc, si ici je choisis d'avoir m est égal à 1000 échantillons, je vais définir I comme étant ma matrice identité, donc qui a la même longueur que U étoile, U star, le vecteur qui décrit mon point de conception. Donc, je vais générer des échantillons dans l'espace normal centré réduit pour Monte Carlo préférentiel comme étant des échantillons normaux multivariés, centrés à la moyenne qui correspond à mon point de conception trouvé avec une analyse form, et ayant comme matrice de covariance la matrice identité. Je veux M de ces échantillons-là. Si je veux avoir les points correspondants à U dans l'espace X, j'ai une fonction qu'on avait déjà définie au module 6 qui me permet de passer des échantillons U à mon espace X. Donc, je vais transformer les échantillons Monte Carlo que je viens d'apprendre ici dans mon espace original. Une fois que j'ai ça, je dois évaluer mon PDF pour ma densité de probabilité normale centrée réduite pour mes échantillons U versus la même chose mais pour ma densité de probabilité d'échantillonnage. Donc, dans les deux cas, ce sont des PDF normaux qui auront une matrice de covariance comme étant la matrice identité, donc ce que j'ai ici, mais pour ma densité de probabilité normale centrée réduite, à une moyenne 0, 0, pour ma densité d'échantillonnage, je suis centré à U étoile. Et j'évalue mes deux résultats ici, mais cette fois-ci pour 0, 0 versus pour mon centre d'échantillonnage. Ensuite, ce que je vais faire, je vais calculer ma fonction indicatrice comme étant g de x de mon x correspondant à mes échantillons ici. Donc, g de x plus petit ou égal à 0. Donc, ça ici, ça va donner 1 dans mon domaine de défaillance, 0 dans mon domaine de survie. Ensuite, je viens pondérer ça comme le ratio entre ces deux évaluations, c'est-à-dire ma densité de probabilité conjointe normale centrée réduite sur ma densité de probabilité d'échantillonnage. Et ça va me donner un vecteur de 1000 réalisations de ma fonction indicatrice. Ensuite, ma probabilité de défaillance, c'est simplement la somme des valeurs de ces fonctions indicatrices, 1 ou 0, sur m, mon nombre d'échantillons. Même chose pour ma variance, la variance de i sur m. Donc, si on regarde, si on veut illustrer ces résultats-là, pour m est égal à 100 échantillons, donc ici, ma probabilité de défaillance Monte Carlo va être égale à 0,049 si je prends 10 millions d'échantillons. Donc, ça, c'est ma valeur de référence. La réalité, ce serait ça. Donc, si je prends mon Monte Carlo de base, à partir de 100 échantillons, ma probabilité de défaillance, c'est 7%. Ça, c'est une réalité de 0,049. Mon écart type pour cette probabilité de défaillance Monte Carlo est de 0,03. Donc, on voit qu'on a une incertitude qui est relativement importante par rapport à ma probabilité de défaillance. Pourquoi? Parce que sur 100 échantillons ici, j'en ai simplement 4 qui tombent dans mon domaine de défaillance. Donc, j'aurai une mauvaise représentation. Ici, si je prends ma probabilité d'échantillonnage préférentiel, on voit qu'il y a pratiquement la moitié de mes échantillons qui tombent dans mon domaine de défaillance. Donc, j'aurai une bien meilleure caractérisation de qu'est-ce que mon domaine de défaillance versus mon domaine de survie. Donc ici, probabilité de défaillance Monte Carlo préférentiel, 0,53. On voit que je suis beaucoup plus près de la réalité qu'avec mon Monte Carlo traditionnel. Et ça, c'est également reflété par la variance ici de mon estimateur PF Monte Carlo préférentiel qui est 0,06. Donc ici, j'ai un estimateur ou un écart type pour mon Monte Carlo traditionnel qui est 5 fois plus élevé que pour mon Monte Carlo préférentiel. Okay? Donc on voit qu'avec même un nombre d'échantillons limité, on peut rapidement venir évaluer notre probabilité de défaillance. Si plutôt que ça, on prend 1000, mais on voit qu'on vient s'approcher de la valeur théorique réelle, et on a maintenant un écart type qui est 3 fois plus élevé pour le traditionnel que pour le préférentiel. Si je viens augmenter, mais on voit qu'on garde ce facteur 3. Pourquoi? Parce qu'on a quand même beaucoup plus d'échantillons ici qui sont dans mon domaine de défaillance. Donc, on va venir mieux caractériser notre probabilité de défaillance si on vient centrer nos échantillons sur notre point de conception. Donc, gardez en tête, ici, on a fait cet échantillonnage-là dans l'espace normal centré réduit et non dans l'espace original tel que représenté ici. Donc, et ça, cet avantage-là du nombre d'échantillons limité qui va être nécessaire pour atteindre un coefficient de variation donné est d'autant plus important que ma probabilité de défaillance est petite. Donc, si par exemple, ici, au lieu d'avoir une moyenne de 15 kN, je viens diminuer la moyenne de la sollicitation. Si je diminue la moyenne de la sollicitation, je vais venir diminuer ma probabilité de défaillance. Donc ici, si je prends un MUS de 5 kN plutôt que prendre un MUS de 15 kN, ma probabilité de défaillance va diminuer de façon significative. Et ce qu'on voit ici, c'est que même si j'utilise 10 000 échantillons, je vais avoir une relativement bonne estimation de ma probabilité de défaillance
reflété par mon petit écart type pour mon estimateur PF chapeau, mais ce ne sera pas le cas pour l'échantillonnage de Monte-Carlo traditionnel. Je vais avoir ici un écart type qui est 53 fois plus élevé pour l'échantillonnage Monte-Carlo traditionnel que pour l'échantillonnage Monte-Carlo préférentiel. Donc, on voit vraiment ici l'importance de venir centrer notre échantillonnage sur notre point de conception plutôt que d'échantillonner dans notre densité de probabilité conjointe. Donc ça, c'était ce qu'on obtenait si on veut faire l'évaluation des densités de probabilité ou de notre probabilité de défaillance pour des composantes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut faire ce même échantillonnage-là, mais pour la défaillance système? Donc, on doit différencier si on veut évaluer un système en parallèle ou en série. Donc, si on fait un échantillonnage préférentiel pour un système en série, ce qu'on voit, c'est qu'on a une première fonction d'état limite, une deuxième et une troisième. Et ici, si on fait une analyse forme, on va avoir 3 points de conception, un pour chaque fonction d'état limite. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est se générer 3 densités d'échantillonnage, un pour chaque fonction d'état limite. Où je vais venir ajouter un facteur W, qui est un poids associé à chacune de mes densités d'échantillonnage. Et je vais choisir ces poids-là de telle sorte que la somme des poids est égale à 1. Ou, à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais pour chacune de mes fonctions d'état limite échantillonner dans une loi normale qui sera rentrée à mon point de conception UI étoile et qui aura une matrice de covariance qui correspond à la matrice identité. Comment est-ce que je choisis mes poids? Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est venir choisir nos poids de façon à être proportionnelle à phi de moins bêta, c'est-à-dire à la probabilité de défaillance de chacune de mes fonctions d'état limite. Donc, plus je suis près de l'origine, plus je vais vouloir prendre des échantillons dans cette probabilité parce que c'est celle-ci qui va contrôler davantage la probabilité de défaillance système. Donc, ce qu'on peut faire, c'est choisir nos WI comme étant proportionnels à 1 sur BI. Donc, les deux ici sont acceptables. Ici, je peux calculer mes BI, les distances entre l'origine et mon point de conception, et je choisis mes WI, mes pondérations, qui sont proportionnelles à l'inverse de ceci, et pour lesquelles la somme des 1 sur BI est égale à 1. Dans le cas où j'ai un système en parallèle et je vais utiliser ce Monte-Carlo préférentiel, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir cette fois-ci un seul point de conception. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver notre point de conception linéarisé, comme on avait vu dans le module 9, et on va venir se prendre une seule densité d'échantillonnage, qui va être une loi normale avec matrice de covariance identité, mais cette fois-ci centrée sur notre point de conception linéarisé. Et on va générer nos échantillons ici et calculer notre probabilité de défaillance à partir de ce seul échantillonnage. Donc, en résumé, ce qu'on a vu ici, c'est que notre échantillonnage préférentiel va nous permettre de réduire le nombre d'échantillons nécessaires afin d'atteindre une même précision. Donc, mon espérance mathématique pour ma probabilité de défaillance avec le Monte-Carlo préférentiel, 1 sur m, mon nombre d'échantillons, la somme de i égale à 1 jusqu'à m, de l'espérance mathématique de ixi sur ma densité de probabilité conjointe pour mes xi sur ma densité d'échantillonnage. Donc, même chose pour ma variance, et ce qu'on va voir, c'est que cette variance-là va être fortement réduite par rapport à l'échantillonnage Monte-Carlo traditionnel, parce que maintenant, on va avoir un beaucoup plus grand nombre d'échantillons qui vont tomber dans notre domaine de défaillance qu'on essaie d'évaluer. Donc, le choix de notre densité de probabilité d'échantillonnage, on peut centrer soit sur notre point de conception form, donc soit dans l'espace X ou dans l'espace U, c'est souvent plus facile de faire l'échantillonnage dans l'espace U, ou si on ne veut pas faire l'analyse form, on veut simplement dépendre d'échantillonnage, on peut faire un processus adaptatif où on fait une première analyse Monte-Carlo traditionnelle, on trouve où on ne conserve que les points qui sont tombés dans le domaine de défaillance, on cherche la moyenne de ces points-là, et on va faire une deuxième analyse Monte-Carlo préférentielle qui va être centrée cette fois-ci sur les points qui se trouvent dans mon domaine de défaillance. Donc, les deux sont des approches qui sont possibles. Donc, voilà ce que je voulais voir avec vous pour l'échantillonnage par importance. C'est une approche qui est aussi puissante que Monte-Carlo, mais qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus polyvalente, qui va vous permettre de significativement accélérer le temps de calcul de vos analyses Monte-Carlo. Donc, en pratique, comme je le disais, il existe plusieurs autres méthodes avancées d'échantillonnage qui sont disponibles dans la littérature et que vous pouvez consulter au besoin. Donc, le prochain module, ce qu'on va voir, c'est la prise de décision. Donc, une fois qu'on a calculé notre probabilité de défaillance et que celle-ci ne satisfait pas nécessairement aux exigences qui sont prescrites par les codes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit, par exemple,
aller collecter davantage d'informations? Est-ce qu'on doit renforcer certaines parties de la structure? Est-ce qu'on doit remplacer celle-ci? Comment est-ce qu'on prend une décision dans un contexte où les quantités en jeu sont incertaines? Donc, comment est-ce qu'on prend des décisions optimales dans un contexte qui est incertain? C'est ce qu'on va voir dans le module 13.